Chapitre 1. Le sergent d'état-major de la Fondation Cole Brennan ajusta une dernière fois son gilet tactique avant de partir pour ce qui serait sa dernière patrouille à Kandahar. Âgé de 28 ans, bâti comme un secondeur, avec des yeux gris acier qui en avaient trop vu, Cole avait passé la majeure partie de ses 6 années au service de son pays dans les coins les plus dangereux du monde, ses mains calleuses à cause de l'entraînement aux armes et durcies par le sable du désert ou une simple alliance en or qui captait le soleil afghan. De retour chez lui à Fort Campbell, dans le Kentucky, sa femme, Amy, et sa fille de 8 ans, Sophie, représentaient tout ce qu'il y avait de pur dans son monde. Amy, une ancienne étudiante en soins infirmiers aux cheveux au burn et aux yeux verts, avait conquis son cœur pendant leurs années d'université à l'université Eastern Kentucky. Elle possédait un rire contagieux et une façon de rendre même les jours les plus sombres plus lumineux. Sophie, leur enfant miracle après 3 fausses couches, avait hérité de la beauté de sa mère et de la détermination de son père. Cole a été forgé dans l'adversité. Élevé par une mère célibataire dans les bas-fonds de l'Est du Kentucky après que son père les ait abandonnés à l'âge de 7 ans, il a appris très tôt que le monde était impitoyable envers les faibles. Sa mère, Martha, travaillait en double horaire au restaurant du coin pour subvenir à ses besoins, enseignant à Cole que la loyauté était primordiale et que la trahison était impardonnable. Lorsque des brutes locales le ciblaient à cause de ses vêtements d'occasion et de l'absence de son père, Cole ne se tournait pas vers les figures d'autorité. Il gérait la situation lui-même, souvent à coups de poing. Au lycée, il avait acquis la réputation de quelqu'un qu'on ne contrarie pas. L'armée avait été son ticket de sortie, mais plus que cela, elle avait affiné ses inclinations naturelles en quelque chose de mortel et de précis. L'entraînement des forces spéciales lui avait appris la patience, la stratégie et 50 façons différentes de neutraliser une menace. Ses coéquipiers le connaissaient comme l'homme qui n'abandonnait jamais personne, mais aussi comme celui qui ne montrait aucune pitié envers ses ennemis. Le code moral de Cole était simple: protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger et détruire ceux qui menaçaient. Quel était son? Amy l'avait rencontré lors de son bref passage à l'université grâce au GI Bill. Elle étudiait les soins infirmiers, attirée par l'entraide, tandis que lui poursuivait des études de justice pénale et envisageait de travailler dans les forces de l'ordre. Leur relation était passionnée et intense. Amy était attiré par la nature protectrice et la loyauté indéfectible de Cole, tandis qu'il trouvait en elle une douceur qui contrebalançait ses duretés. Ils se marièrent 2 ans plus tard et Sophie arriva 3 ans plus tard, complétant ce que Cole considérait comme sa vie parfaite. Le parcours d'Amy était manifestement différent. Élevée dans la banlieue de Louisville par des parents surprotecteurs qui possédaient un petit cabinet comptable, elle avait vécu une vie protégée jusqu'à l'université. Ses parents, Gerald et Linda Patterson, souhaitaient qu'Amy épouse quelqu'un de leur cercle social, sûr, prévisible et financièrement stable. La carrière militaire et les origines ouvrières de Cole n'avaient été tolérables que grâce à son dévouement évident envers leur fille. Mais Amy était devenue agitée au fil des ans. Les déploiements fréquents de Cole la laissaient isolée et dépassée. Le logement de la base était bien loin de sa maison d'enfance et les autres épouses de militaires semblaient former un lien. Elle ne parvenait pas à la pénétrer. Le comportement difficile de Sophie après chaque départ de Cole ajoutait un stress supplémentaire qu'Amy ne se sentait pas préparée à gérer. Elle en était venue à détester le mode de vie militaire, par extension, l'engagement indéfectible de Cole. 3 Andry étaient entrés dans leur vie 6 mois plus tôt, en tant que nouveau contractuel civil pour les programmes de loisirs de la base. À 32 ans, 3 était tout pour lui. Cole n'était pas un beau parleur, bien habillé et immédiatement présent. Son passé d'ancien athlète universitaire devenu directeur de programme jeunesse lui permettait d'accéder facilement aux familles de militaires. 3 était beau et raffiné, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui semblait destiné à mettre les gens à l'aise. Ce que les familles de la base ignoraient, c'est que le précédent poste de 3 dans le Tennessee avait pris fin dans des circonstances mystérieuses, impliquant des relations inappropriées avec des mères célibataires. Il avait pour habitude de cibler les épouses de militaires seuls, utilisant leur vulnérabilité et son charme pour créer des dépendances émotionnelles. 3 n'était pas seulement un prédateur. Il calculait, étudiant la dynamique de chaque famille avant d'agir. Amy participait aux activités extrascolaires de Sophie. Lorsque 3 l'aborda pour la première fois, ses compliments semblaient sincères, son intérêt pour le bien-être de Sophie touchant. Il écoutait les frustrations d'Amy concernant la vie militaire avec des hochements de tête compréhensifs et des réponses compatissantes. Progressivement,
Leurs conversations s'étendirent au-delà du centre de loisirs pour des réunions autour d'un café, puis des dîners pendant que Sophie dormait chez des amis. Sophie avait remarqué les changements chez sa mère. Au début, Amy était soudainement plus préoccupée par son apparence, dépensant de l'argent pour de nouveaux vêtements et du maquillage. Elle était distraite pendant leur routine du soir, vérifiant souvent son téléphone et souriant aux messages. Lorsque Sophie posait des questions à ce sujet, Amy balayait ses questions avec des réponses vagues sur la façon de se faire de nouveaux amis. La liaison avait commencé 3 mois après le début des relations amoureuses de Troy. Amy la rationalisait comme comblant un vide créé par l'absence de Cole. Mais la réalité était que Troy avait systématiquement brisé ses défenses. Il parlait d'un avenir sans obligation militaire, d'une stabilité et d'une présence que Cole ne pouvait pas offrir. Troy se présentait comme la solution au mécontentement d'Amy. La résistance de Sophie à Troy avait été immédiate et instinctive. Les enfants ont souvent une compréhension intuitive de la menace que les adultes ont appris à réprimer. Lorsque Troy a commencé à passer la nuit chez elle, Sophie s'est repliée sur elle-même, devenant renfermée et provocatrice. Ses notes ont diminué et ses professeurs ont signalé des changements de comportement qui les inquiétaient. Le dernier appel vidéo de Cole à la maison avait été une routine jusqu'à ce qu'il remarque la nouvelle coupe de cheveux et les bijoux d'Amy. Lorsqu'il l'a interrogé à ce sujet, ses explications semblaient répétées. Sophie avait semblé distante, répondant à ses questions par des mots simples. Quelque chose clochait, mais Cole l'attribuait à la tension normale du déploiement, la séparation. Maintenant, alors que Cole se préparait pour l'extraction dans 2 semaines, il portait des photos de ses filles et des projets pour leur avenir. Il envisageait une transition vers les forces de l'ordre civil, acceptant peut-être un poste d'inspecteur au sein de la police métropolitaine de Louisville qui le maintiendrait à la maison. Le moment semblait parfait. Sophie approchait de l'adolescence et aurait plus que jamais besoin des conseils de son père. Le commandant de Cole, le major Rick Valdez, était devenu plus qu'un supérieur. C'était un ami qui comprenait les sacrifices consentis par les familles de militaires. Valdez avait observé le dévouement indéfectible de Cole envers son devoir et sa famille, déclarant souvent que Cole était le genre d'homme qui rendait le service fier. Les 2 hommes avaient eu d'innombrables conversations sur les défis de l'équilibre entre le service militaire et la vie de famille. Alors que Cole vérifiait son appareil de communication pour les messages de la maison, il ressentait la douleur familière de manquer les histoires du soir de sa fille et les conversations nocturnes d'Amy. La patrouille du lendemain serait une routine, ratissant un secteur qu'ils avaient nettoyé des dizaines de fois auparavant. Dans 14 jours, il monterait à bord d'un transport pour rentrer chez lui et retrouver la vie qu'il avait passé 6 ans à construire et à protéger. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'à 3200 km de là, sa fille de 8 ans était sur le point de faire un choix qui allait tout changer. Sophie avait atteint son point de rupture avec les exigences de plus en plus agressives de Troy en matière de respect et d'obéissance. Le petit ami de sa mère avait intensifié son contrôle sur leur foyer, établissant des règles sur le comportement de Sophie et la punissant quand Amy n'était pas là. Les fondations du monde de Cole Brennan étaient sur le point de s'effondrer, mais de cette destruction émergerait quelque chose de bien plus dangereux que le soldat décoré qui avait servi son pays avec honneur. Ce qui allait arriver allait tester tous les principes que Cole avait respectés et révéler finalement jusqu'où un père serait prêt à aller pour protéger son enfant et rendre justice à ceux qui avaient trahi sa confiance. Chapitre 2. L'éclatement. L'appel est arrivé à 3h47. Du charbon sautant du sommeil léger, c'était tout ce qu'un soldat pouvait se permettre dans un environnement hostile. Le téléphone satellite sécurisé dans la tente de communication était réservé aux urgences, aux décès, aux blessures graves ou aux crises familiales qui nécessitaient une attention immédiate. L'estomac de Cole se serra lorsqu'il reconnut le numéro affiché sur l'identification de l'appelant, Centre médical militaire national Walter Reed. Le major Valdez l'avait accompagné pour prendre l'appel, comprenant que toute nouvelle attendue nécessiterait probablement un examen officiel. Les mains de Cole restèrent fermes tandis qu'il décrochait le téléphone, mais sa mâchoire se crispa d'appréhension. Sergent Brennan, ici l'infirmière Jennifer Morrison de Walter Reed. Votre fille, Sophie, a été admise dans notre service pédiatrique. Ces mots frappèrent Cole comme une artillerie. Sa voix resta maîtrisée. Des années d'entraînement militaire étouffèrent la panique immédiate. Quel est son état, madame? Elle souffre d'une commotion cérébrale, de 3 côtes cassées et d'une fracture du bras gauche. Elle a été blessée lors d'une chute chez vous. Monsieur,
Je dois vous mettre en contact avec son médecin, mais d'abord. La voix de l'infirmière se réduisit à un murmure. Sophie a expressément demandé à vous parler. Elle dit, c'est important. La vision de Cole se rétrécit jusqu'à devenir un point focal lorsque la connexion vidéo se stabilisa. La chambre d'hôpital apparut sur le petit écran, puis le visage de sa fille remplit le cadre. L'œil gauche de Sophie était gonflé et fermé, son bras enveloppé d'un plâtre rose vif. Cela semblait d'une joie grotesque avec en toile de fond l'équipement médical, mais ce fut l'expression de son œil restant qui fit trembler le cœur de Cole. Un mélange de douleur, de peur et de soulagement désespéré à la vue du visage de son père. « Papa » la voix de Sophie était faible et rauque. « Je suis là, ma petite fille. Papa est là. » La voix de Cole était douce, mais le major Valdez voyait la tempête se former derrière les yeux de son ami. « Votre fille est là, monsieur. » On entendait la voix de l'infirmière Morrison hors champ et Cole aperçut sa femme. Ami, en arrière-plan, parlant à voix basse avec un grand homme blond. Cole ne réalisa pas que les mots suivants de Sophie se répéteraient dans sa tête pour le restant de ses jours. « Papa, un ami de maman m'a forcé à l'appeler papa et quand j'ai refusé, il m'a poussé dans les escaliers. » Le téléphone tremblait dans la main de Cole tandis que Sophie continuait de pleurer sur son visage meurtri. « Il a dit que tu ne reviendrais pas et que je devais t'oublier. Quand j'ai dit que je ne l'appellerais jamais papa, il s'est mis en colère. Il m'a attrapé le bras et je suis tombé dans la connexion vidéo. » Cole a entendu l'infirmière murmurer à quelqu'un hors champ. « Il est au bout du couloir avec ta femme. » La transformation de Cole a été immédiate et terrifiante. Le père attentionné a disparu, remplacé par quelque chose de froid et de prédateur. Le major Valdez avait vu Cole au combat, l'avait vu éliminer les menaces avec une efficacité clinique. Mais là, c'était différent. C'était personnel. « Sophie, écoute papa, très attentivement. » La voix de Cole était ferme, mais avec un ton sous-jacent qui rendait même le changement majeur de la saison inconfortable. « Je veux que tu me racontes exactement ce qui s'est passé depuis le début. Peux-tu faire ça pour moi ?» Sophie a hoché la tête et a commencé son récit, chaque mot s'imprimant plus profondément dans l'âme de Cole. Troy était resté régulièrement chez lui le mois dernier, affirmant son autorité sur les règles de la maison et le comportement de Sophie. Il avait instauré une routine du coucher où Sophie lui disait « bonne nuit » en tant que papa, ce qui la rendait physiquement malade. Lorsqu'Amy travaillait à temps partiel à la clinique de la base, Troy était devenu de plus en plus agressif pour faire respecter ses règles. L'incident s'était produit 3 jours plus tôt, lorsque Sophie avait ouvertement défié Troy qui lui demandait de l'appeler « père » devant des voisins en visite. Furieux, Troy avait saisi le bras de Sophie avec suffisamment de force pour lui laisser des bleus, puis l'avait poussé vers l'escalier menant à sa chambre. Sophie avait perdu l'équilibre et avait dévalé toute la volée de marche, atterrissant lourdement sur le carrelage. Amy était rentrée chez elle et avait trouvé Sophie inconsciente au bas de l'escalier, Troy affirmant que l'enfant avait trébuché en courant à l'étage. L'histoire avait convaincu l'équipe d'intervention initiale, mais des incohérences dans la chronologie et les blessures de Sophie avaient alerté le personnel médical. « Les médecins ici posent beaucoup de questions », murmura Sophie au téléphone. « Maman n'arrête pas de leur dire que je suis tombée toute seule. Mais ce n'est pas le cas, papa, je te le promets. » Cole ferma les yeux, sa respiration contrôlée, mais ses articulations étaient grandes ouvertes autour du téléphone. « Je te crois, ma chérie. Papa croit chaque mot que tu dis. » Le major Valdez se pencha plus près, comprenant la gravité de ce qu'ils entendaient. Un enfant avait été maltraité et l'un de ses meilleurs soldats était sur le point de demander un congé d'urgence. Plus que cela, Valdez reconnut le regard dans les yeux de Cole. Il l'avait déjà vu lors d'une mission où ils avaient découvert une cellule talibane utilisant des enfants comme boucliers humains. C'était le regard d'un homme qui avait atteint son horizon moral. « Sophie, j'ai besoin que tu sois courageuse pour papa. Encore un peu. Je rentre à la maison et quand j'y serai, nous veillerons à ce que personne ne te fasse plus jamais de mal. Tu me comprends ?» Sophie hocha vigoureusement la tête, grimaçant sous la douleur que ce mouvement provoquait. « Quand seras-tu là ? Très bientôt, ma puce. Concentre-toi sur ton rétablissement et laisse les médecins et les infirmières s'occuper de toi. Ne t'inquiète de rien d'autre. » L'appel prit fin et Cole resta assis en silence pendant plusieurs minutes, les yeux fixés sur l'écran désormais éteint. Le major Valdez attendit, comprenant que son ami traitait l'information et formulait une réponse. Lorsque Cole prit enfin la parole, sa voix était monotone et impassible. « J'ai besoin d'une permission de sortie d'urgence, monsieur. »
Ma fille a été agressée par l'amant de ma femme, et elle a besoin que son père soit exécuté. Valdez répondit sans hésiter. Je vous ferai prendre le prochain transport pour Rammstein, puis je vous ferai signe. Vous serez aux États-Unis dans 18 heures. Cole hocha la tête, puis se leva et commença à emballer méthodiquement ses effets personnels. Ses gestes étaient précis et déterminés, mais Valdez remarqua que Cole emballait des objets qui n'accompagnent habituellement pas un soldat en permission d'urgence. Certains outils et équipements suggérant que les plans de Cole allaient au-delà du simple réconfort de sa fille blessée. Cole. Valdez dit prudemment, quoi que vous envisagiez de faire à votre retour, n'oubliez pas que vous êtes toujours soumis à la justice militaire. Ne laissez pas la colère vous pousser à faire quelque chose qui ruine votre avenir. Cole marqua une pause dans ses bagages et croisa le regard de son commandant. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mon avenir s'est joué dès l'instant où cet homme a posé ses mains sur ma fille. Je ne rentre pas pour m'emporter ou prendre des décisions hâtives. Je rentre pour résoudre un problème. La distinction était subtile, mais significative. Valdez avait déjà entendu Cole utiliser cette expression lors de briefings de mission, lorsqu'il discutait de la façon de neutraliser des cibles à forte valeur V. Ce n'était pas la colère qui parlait. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Alors que Cole finissait de faire ses bagages, il sortit un petit carnet de son casier et commença à écrire. Valdez en entrevit suffisamment pour comprendre que Cole documentait tout ce que Sophie lui avait dit, créant une chronologie détaillée des événements. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui planifie d'agir sous l'émotion. C'était la préparation méthodique de quelqu'un qui planifie une campagne. J'aurais besoin de copies de tous les journaux de communication des 6 derniers mois, dit Cole. Son ton était professionnel, ses enregistrements téléphoniques et ses appels vidéo. Transcription, tout ce qui pourrait être pertinent pour établir des schémas comportementaux. Valdez réalisa que Cole réfléchissait déjà comme un enquêteur, montant un dossier plutôt que de simplement réagir à une blessure. C'était à la fois impressionnant et profondément inquiétant. L'hélicoptère de transport arriva 2 heures plus tard et Cole embarqua, sans cérémonie. Alors que l'appareil décollait, l'emportant loin de la zone de guerre qu'il avait considérée comme son foyer pendant un an, Cole contempla le paysage afghan et sentit quelque chose changer en lui. Il avait passé des années à combattre des ennemis étrangers pour défendre les valeurs et les libertés américaines. Il rentrait maintenant chez lui pour mener une guerre différente, une guerre où l'ennemi avait infiltré son territoire le plus sacré. Durant le long vol vers l'Allemagne, Cole en profita pour faire des recherches sur Troy-en-Dry. Les réseaux militaires lui donnèrent accès à des bases de données de vérification des antécédents, et Cole compila systématiquement les informations sur sa cible. Ce qu'il découvrit ne fit que renforcer sa détermination. Le parcours professionnel de Troy révélait une série de postes à court terme, chacun se terminant par de vagues références à des violations des politiques ou à des comportements inappropriés. Il n'y eut aucune inculpation pénale, mais les preuves circonstancielles dressèrent le portrait d'un homme. Spécialisé dans l'exploitation des familles vulnérables, Cole a découvert 3 cas précédents où 3 avaient fréquenté des épouses de militaires lors de déploiements, chaque relation prenant fin au retour du mari. Mais cette fois, c'était différent. 3 avaient franchi une ligne que Cole considérait comme impardonnable. Il avait blessé un enfant, pas n'importe lequel, mais l'enfant de Cole, la chose la plus précieuse au monde. L'homme qui avait passé des années à perfectionner l'art de neutraliser les menaces avait enfin trouvé un ennemi digne de toute son attention. Alors que l'avion de transport entrait dans l'espace aérien européen, Cole ferma les yeux et commença à planifier. Il ne rentrait pas chez lui tel qu'il était parti. Il revenait sous une forme bien plus dangereuse. Troy Hendricks avait commis l'erreur de sous-estimer ce qu'un père ferait pour protéger son enfant, et Amy avait choisi de trahir la seule personne qui aurait donné sa vie pour elle. Ils allaient sans aucun doute apprendre que certaines trahisons ont des conséquences qui vont bien au-delà du moment même de la trahison. Cole Brennan rentrait chez lui, emportant avec lui toutes les compétences acquises en 6 ans. Des années de guerre. La seule différence était que, cette fois, le champ de bataille serait national et que les règles d'engagement seraient entièrement de son fait. Chapitre 3. La reconnaissance. Le vol de la base aérienne de Dover. À Louisville semblait se dérouler au ralenti à chaque kilomètre, rapprochant Cole d'une confrontation qui couvait depuis les mots dévastateurs de Sophie. Il avait profité du trajet pour poursuivre ses recherches, dressant un profil complet de Troy Hendricks, révélant un comportement prédateur s'étalant sur près d'une décennie. Les bases de données militaires lui avaient permis d'accéder à des vérifications d'antécédents criminels,
à des relevés d'emploi et même à des données sur les réseaux sociaux, dressant un tableau de plus en plus inquiétant. 3 avait déménagé de ville en ville, ciblant toujours les communautés à forte population militaire. Sa méthode était constante, s'établir dans une position de confiance, travailler avec les familles, identifier les épouses vulnérables confrontées au stress du déploiement, puis exploiter systématiquement leur solitude et leur frustration. Cole découvrit que le départ de 3 de son précédent poste dans le Tennessee n'était pas volontaire. Une épouse de militaire nommée Crystal Valdez, sans lien de parenté avec son commandant, avait déposé une plainte alléguant que 3 l'avait manipulée pour qu'elle ait une liaison pendant le déploiement de son mari, puis était devenu de plus en plus contrôlant et possessif. Lorsque son mari est revenu inopinément suite à une blessure à l'entraînement, 3 avait menacé de détruire son mariage si elle ne quittait pas sa famille et ne déménageait pas avec lui. Crystal avait contacté les autorités, mais 3 avait disparu avant que des accusations formelles ne soient portées. Le schéma devenait clair, et Cole réalisa qu'Amy n'était pas la première victime de 3. Elle était simplement sa cible la plus récente. Ce qui rendait cette situation différente était la présence de Sophie et la volonté de 3 d'utiliser la violence contre un enfant pour garder le contrôle. Cette escalade représentait un franchissement de ligne que Cole trouvait impardonnable. Pendant son escale à Chicago, Cole a passé plusieurs appels téléphoniques en utilisant des protocoles de communication militaire cryptés. Le premier était destiné à son vieil ami Danny Rodriguez, qui avait quitté l'armée 2 ans plus tôt et travaillait maintenant comme détective privé à Louisville. Danny devait la vie à Cole après que Cole l'ait porté sur 3 kilomètres à travers un territoire hostile suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé, et leur lien n'avait fait que se renforcer au fil des ans. Jésus Cole, j'ai entendu parler de Sophie par le réseau de la base. La voix de Dee était serrée par la colère. À quel point est-ce grave? Cole a fourni un résumé clinique des blessures de Sophie et des circonstances qui les ont entourées. Voyant l'expression de Danny s'assombrir à travers la connexion vidéo, Danny avait lui-même des enfants et comprenait l'intensité de la rage de Cole. « Que me voulez-vous » demanda Danny sans hésitation. « Tout ce que vous pouvez trouver sur 3 Andry et sa relation avec ma femme. Dossiers financiers, journaux de communication, images de surveillance de ma maison. Je veux connaître tous les détails de ce qui s'est passé et qui d'autres pourraient être impliqués. » Danny hocha la tête, prenant déjà des notes. « J'ai des contacts à Louisville Métro qui peuvent accéder aux images des caméras de circulation et aux données des antennes relais. Donnez-moi 24 heures et j'aurai la chronologie complète de leur liaison. » Le deuxième appel de Cole fut adressé à son avocat, Frank Peterson, spécialisé en droit de la famille militaire et ayant aidé plusieurs camarades de Cole à traverser des divorces difficiles. La réputation de Frank pour son agressivité l'avait rendu populaire auprès des militaires qui avaient besoin de quelqu'un prêt à se battre pour leurs droits. « Cole, j'attendais ton appel depuis que j'ai entendu parler de Sophie. » Frank a dit, « Tout d'abord, nous devons établir la garde provisoire et obtenir une ordonnance de protection. Le témoignage de Sophie concernant l'agression nous justifie une action immédiate. » « Qu'en est-il du rôle d'Amy dans la dissimulation de l'affaire » a demandé Cole. Frank est resté silencieux un instant. « C'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle était au courant des abus et qu'elle n'a pas protégé Sophie, nous pourrions avoir des motifs de poursuite pour mise en danger d'enfants, mais les poursuites dépendraient de la volonté du procureur de poursuivre l'affaire. » Le troisième appel de Cole a été le plus difficile. Il a contacté sa mère, Martha, qui s'occupait de sa sœur âgée dans l'est du Kentucky et n'était pas au courant de la crise. La voix de Martha s'est brisée lorsque Cole a expliqué ce qui était arrivé à sa petite fille. « Ce salaud a blessé Sophie. » L'accent de Martha s'est épaissi sous l'émotion. « Cole, tu sais que je ne me suis jamais immiscé dans ton mariage, mais j'ai toujours eu un mauvais pressentiment à propos de cette fille. Elle était trop douée pour faire l'innocente tout en cherchant mieux. » L'évaluation de Martha envers Amy avait toujours été sévère, car elle avait observé qu'Amy semblait considérer le service militaire de Cole comme un inconvénient temporaire plutôt que comme une vocation honorable. Martha avait remarqué la réticence d'Amy à embrasser la vie militaire et sa tendance à se plaindre des sacrifices que d'autres épouses de militaires acceptaient sans hésiter. « Je viens aider Sophie » annonça Martha. « Cet enfant a besoin d'une famille à ses côtés, qui la fera passer en premier. » Les derniers préparatifs de Cole impliquèrent un arrêt dans un magasin d'articles de sport ouvert 24h au 24 près de l'aéroport, où il utilisa sa carte d'identité militaire pour acheter plusieurs articles utiles à la surveillance et à la collecte d'informations. Ses choix furent minutieux et réfléchis: équipement de vision nocturne,
appareil photo de haute qualité avec téléobjectif et appareils électroniques lui permettant de surveiller les communications. Le trajet de Louisville à Fort Campbell dura 90 minutes, ce qui laissa à Cole le temps d'assimiler les renseignements. Danny avait déjà commencé à les lui fournir, par message crypté. Des images de surveillance des caméras de circulation ont montré le véhicule de 3 chez Cole à des dizaines de reprises au cours des 3 derniers mois, arrivant souvent peu de temps après le départ d'Amy pour le travail et y restant pendant des heures. Les enregistrements des téléphones portables ont révélé un modèle de communication constante entre Amy et Troy, y compris des appels tard dans la nuit qui duraient des heures et des échanges de SMS qui se comptaient par centaines par semaine. Le plus accablant était l'horodatage montrant qu'Amy et Troy avaient été en contact quelques heures après l'accident de Sophie, coordonnant leur histoire avant l'arrivée des secours. Cole est arrivé à Fort Campbell juste après minuit, la base familière mais quelque peu différente. Maintenant qu'il comprenait ce qui s'était passé en son absence, le logement familial qui avait autrefois représenté son rêve américain se sentait maintenant contaminé par la trahison et la violence. Il s'est garé à plusieurs pâtés de maison et s'est approché à pied, utilisant des compétences acquises dans la guerre urbaine, pour rester indétectable. La maison était sombre, l'exception d'une seule lampe dans le salon, et la BMW de Troy était garée dans l'allée où le propre véhicule de Cole aurait dû être. Le symbolisme ne lui échappa pas. Un autre homme avait pris sa place dans tous les aspects de sa vie. Cole passa 2 heures à surveiller la propriété, à documenter l'agencement de la propriété et à relever les failles de sécurité. Troy s'était installé confortablement dans sa position, ne faisant aucun effort pour dissimuler sa présence ou maintenir la sécurité opérationnelle. L'arrogance de l'homme serait utile lors de la confrontation à venir. À 3 heures du matin, Cole s'approcha de la maison en utilisant les techniques de crochetage apprises lors d'une formation spécialisée pour entrer par la porte arrière. Le silence de la maison n'était rompu que par le bruit de 2 personnes dormant dans ce qui avait été la chambre de Cole. Il se déplaçait dans les pièces familières comme un fantôme, notant les changements qu'Amy avait apportés pendant son absence. Les photos de famille qui avaient autrefois inclus Cole avaient été remplacées ou retournées. Les dessins de Sophie de l'école ne couvraient plus le réfrigérateur et ses jouets préférés étaient éparpillés négligemment dans le salon au lieu d'être correctement rangés dans sa chambre. La maison ressemblait à une scène de crime où la vie de sa famille avait été méthodiquement effacée. Dans la chambre de Sophie, Cole trouva des traces de la confrontation qui avait envoyé sa fille à l'hôpital. Des égratignures sur le parquet indiquaient des endroits où des meubles avaient été déplacés et une petite tache de sang sur le tapis près de l'escalier avait été mal nettoyée. La tentative de Troy de dissimuler les preuves de l'agression ne fit que renforcer la détermination de Cole. Cole passa 1 heure supplémentaire à recueillir des preuves et à documenter la scène avant de se retirer à son poste d'observation. À l'approche de l'aube, il observa Troy sortir de la chambre principale et se déplacer dans la maison avec une familiarité décontractée. L'homme était grand et bien bâti, se tenant avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir réussi à éliminer toutes les menaces qui pesaient sur sa position. Amy apparut 1 heure plus tard et Cole étudia le comportement de sa femme avec un détachement clinique. Elle se déplaçait avec une énergie nerveuse, vérifiant constamment son téléphone et regardant vers les fenêtres comme si elle attendait des visiteurs indésirables. Son langage corporel suggérait de la culpabilité et de l'anxiété, mais on ne savait pas si c'était par remords pour la blessure de Sophie ou par peur des conséquences. Lorsqu'Amy et Troy partirent pour l'hôpital rendre visite à Sophie, Cole les suivit à une distance discrète, documentant leur itinéraire et leur timing. Il avait besoin de comprendre leur routine avant de faire son prochain geste à l'hôpital. Il les observa depuis le parking, notant qu'ils se tenaient la main jusqu'à juste avant d'entrer dans le bâtiment, puis se séparèrent pour maintenir l'illusion de limites appropriées. La vue de Troy entrant librement dans l'hôpital où sa fille blessée se remettait déclencha quelque chose de primitif dans la poitrine de Cole. L'homme responsable de la douleur de Sophie jouait le rôle d'un ami de la famille inquiet, manipulant le personnel médical et les travailleurs sociaux avec le même charme qu'il avait utilisé pour séduire Amy. Cole retourna à son poste de surveillance et commença les derniers préparatifs pour la confrontation qui définirait le reste de leur vie. Il comprit que les 24 heures suivantes exigeraient précision, patience et une exécution absolument impitoyable. Il n'y aurait pas de place pour la pitié ou les secondes chances. Troy Andry avait fait l'erreur de croire qu'un soldat déployé était un soldat impuissant. Amy avait choisi de croire que la distance et le temps avaient affaibli les prétentions de son mari sur sa famille.
Ils étaient sur le point d'apprendre que Cole Brennan n'était pas le genre d'homme à accepter simplement la trahison et les abus envers son enfant. La phase de reconnaissance était terminée. Demain, la guerre commencerait sérieusement, et Cole avait l'intention de la mener avec toutes les compétences acquises au service de son pays. La seule différence était que cette fois, il combattait pour quelque chose d'infiniment plus précieux que des objectifs géopolitiques. Il se battait pour la sécurité de sa fille et l'honneur de sa famille, et dans ce combat, Cole Brennan n'avait jamais connu la défaite. Chapitre 4. L'approche. Cole avait établi son poste de commandement dans une maison de location à 5 km des logements de la base, payant comptant un bail d'un mois via une société de gestion immobilière qui n'exigeait pas de documentation détaillée. La modeste maison de 2 chambres offrait une surveillance visuelle parfaite de sa zone cible, tout en offrant de multiples voies de sortie et un stockage sécurisé pour son équipement. Danny Rodriguez est arrivé à l'aube avec 2 SUV remplis de matériel de surveillance et de rapports de renseignements qui brossaient un tableau encore plus accablant de la trahison de Troy et Amy. Danny avait passé la nuit à compiler des relevés téléphoniques, des relevés financiers et des témoignages qui révélaient l'ampleur de leur tromperie. Votre femme a vidé le compte d'épargne commun il y a 2 semaines. Danny a rapporté avoir étalé sur la table de la salle à manger des documents indiquant que Cole avait transformé un centre d'opération. 43 000 $ ont été transférés sur un nouveau compte à ses noms et à celui de Troy. Ils ont également déposé une demande de bail pour une maison dans le Tennessee, l'emménagement étant prévu pour le mois prochain. Cole a étudié les relevés bancaires avec la même approche analytique qu'il appliquait au briefing des services de renseignement. Le schéma des retraits témoignait d'une planification systématique plutôt que de dépenses impulsives. Amy et Troy s'apprêtaient à disparaître ensemble, prévoyant vraisemblablement d'emmener Sophie avec eux et de réserver un sort à Cole à son retour. Ce n'est pas tout. Danny a continué à produire une série de photographies prises au téléobjectif. Troy rencontre régulièrement une femme nommée Patricia Mills, qui travaille pour les services sociaux du Kentucky. Regardez ses horodatage. Chaque rencontre a eu lieu dans les 24 heures suivant l'appel d'Amy pour exprimer ses inquiétudes concernant le comportement de Sophie. Les photographies montraient Troy et Patricia partageant des dîners intimes dans des restaurants haut de gamme, leur langage corporel suggérant une relation qui allait au-delà de la consultation professionnelle. Cole réalisa que Troy avait monté un dossier contre lui, le considérant comme un père absent, tout en se positionnant comme le tuteur le plus approprié pour Sophie. Ils ont tout documenté, dit Cole d'une voix d'un calme mortel. Les appels d'amis aux services sociaux, les problèmes de comportement de Sophie suite à mes déploiements, et même les réunions d'enseignants auxquelles je ne pouvais pas assister. Ils construisent un dossier de garde. Danny hocha la tête d'un air sombre. Patricia Mills a un historique d'interventions agressives auprès des familles de militaires, 3 déploiements au cours des 2 dernières années. Elle a recommandé le retrait des enfants des foyers où les pères étaient à l'étranger pendant de longues périodes. Elle a bâti sa carrière sur l'argument que les familles de militaires sont intrinsèquement instables. Cole sentit les pièces du puzzle s'emboîter avec une clarté terrifiante. Troy n'avait pas simplement séduit une épouse de militaire solitaire. Il avait orchestré une vaste campagne pour éliminer Cole de la vie de sa fille de manière permanente. L'agression contre Sophie n'avait pas été une perte de contrôle momentanée. Cela faisait partie d'une stratégie calculée pour forcer l'obéissance d'un enfant qui représentait le dernier obstacle à la victoire complète de Troy. Qu'en est-il des forces de l'ordre local? Cole a demandé. J'ai des amis à Louisville Métro qui sont prêts à écouter, mais ils sont limités par des problèmes de juridiction depuis que l'incident s'est produit sur la base. Danny a répondu que la police militaire enquête, mais qu'elle se concentre sur les accusations d'agression. Ils n'ont pas une vue d'ensemble complète de la conspiration. Cole a passé les 6 heures suivantes à étudier les images de surveillance et les enregistrements de communication, développant une compréhension détaillée des schémas opérationnels de Troy et Amy. Ils ont maintenu une façade prudente de bienséance en public, tout en se comportant comme un couple établi en privé. Troy avait effectivement emménagé dans la maison de Cole, s'emparant non seulement de sa femme et de sa chambre, mais aussi de son rôle de figure d'autorité au sein du foyer. Le dossier médical de Sophie, obtenu par les voies légales de Frank Peterson, a révélé la véritable étendue de ses blessures et les incohérences dans le récit qu'Amy et Troy avaient fourni. Les urgentistes avaient constaté des contusions sur le bras de Sophie, compatibles avec des marques de poigne d'adulte, contredisant les allégations selon lesquelles elle était simplement tombée. Les travailleurs sociaux avaient signalé l'affaire pour une enquête plus approfondie,
Mais la relation de Troy avec Patricia Mills avait quelque peu ralenti le processus. À l'approche du soir, Cole reçut un message sécurisé du Major Valdez contenant des informations qui bouleversèrent tout. Les services de renseignement militaire effectuaient des vérifications de routine des antécédents des entrepreneurs civils et avaient découvert que Troy Hendricks n'était pas son vrai nom. L'homme avec lequel Amy avait eu une liaison était en réalité Troy Matthews, qui avait abandonné sa véritable identité après avoir été lié à une enquête pour maltraitance d'enfants dans le Colorado 3 ans plus tôt. Le fils d'un vivait sous une fausse identité. Cole marmonna en étudiant le rapport d'antécédents criminels transmis par Valdez. Troy Matthews avait fait l'objet d'une enquête pour conduite inappropriée avec des mineurs alors qu'il travaillait comme entraîneur sportif pour jeunes, mais les charges avaient été abandonnées lorsque des témoins clés avaient reçu des menaces anonymes et refusé de témoigner. Cette révélation a élevé l'affaire d'adultère et de maltraitance d'enfants à une situation proche du crime organisé. Troy s'était construit une fausse identité pour éviter des poursuites pour des crimes antérieurs, puis s'en était servi pour entrer en contact avec des familles de militaires grâce à son poste d'intérimaire. Amy s'était impliqué sans le savoir avec un prédateur qui représentait une menace claire et constante pour les enfants. Le téléphone de Cole vibra, signalant un appel de l'hôpital. Sophie parlait d'une voix faible mais déterminée. « Papa, quand viens-tu me voir? Maman n'arrête pas de dire que tu es toujours déployé, mais je sais que tu es là. Les infirmières m'ont dit que tu avais appelé. » Le cœur de Cole se serra lorsqu'il réalisa qu'Amy continuait de manipuler leur fille alors même que Sophie gisait, blessée, dans un lit d'hôpital. « Je suis là, ma chérie. Papa est dans le Kentucky, et je te verrai très bientôt. Mais je dois d'abord m'occuper de certaines choses pour assurer ta sécurité. Troy a dit à maman que tu pourrais essayer de m'éloigner d'eux. » Sophie a murmuré. « Il a dit que si cela arrivait, il devrait disparaître là où tu ne pourrais pas nous trouver. »« Papa, je ne veux pas disparaître. Je veux rentrer à la maison avec toi. » La conversation confirma les pires craintes de Cole. Troy et Amy prévoyaient d'enlever Sophie et de disparaître sous l'identité que Troy avait préparée comme voie de fuite. La résistance de Sophie à appeler Troy « père » n'avait pas seulement déclenché la violence. Elle avait accéléré leur calendrier pour la soustraire définitivement à Cole. « Sophie, écoute très attentivement, » dit Cole d'une voix douce mais pressante. « Demain, tu vas voir grand-mère Martha. Elle vient rester avec toi pendant que papa s'occupe de quelques affaires. Peu importe ce qu'on te dit, tu restes avec grand-mère et tu ne vas nulle part avec maman ou Troy jusqu'à ce que papa dise que c'est bon. Tu te souviens de ça? Oui, papa, mais maman? Elle semble vraiment effrayée ces derniers temps. Cole ferma les yeux, sentant le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Maman a fait de mauvais choix, ma chérie. Parfois, quand les adultes font de mauvais choix, d'autres adultes doivent intervenir pour assurer la sécurité des enfants. Papa va s'assurer que tu sois en sécurité, quoi qu'il arrive. Après avoir mis fin à l'appel, Cole a passé 1 heure de plus à peaufiner son plan opérationnel. La phase suivante nécessiterait un timing précis et une coordination avec plusieurs agences pour s'assurer que Troy ne puisse pas échapper à la justice par un autre changement d'identité. Cole devait agir avec prudence. Une seule erreur permettrait à Troy de disparaître complètement, emportant potentiellement Sophie avec lui. Danny avait organisé un soutien de surveillance supplémentaire auprès de son réseau d'anciens militaires qui travaillaient désormais dans la sécurité privée. À minuit, Cole avait une image complète de la routine quotidienne de Troy, de ses associés connus et des endroits où il se sentait le plus à l'aise et le plus vulnérable. Le plan qui a émergé était complexe mais complet. Cole s'attaquerait simultanément à la menace immédiate pour Sophie, rassemblerait des preuves pour des poursuites pénales et veillerait à ce que Troy et Amy subissent les conséquences de leur trahison et de leurs abus. Cela obligerait Cole à opérer dans des zones d'ombre juridiques, en utilisant des compétences et des ressources qui repoussaient les limites de l'application de la loi civile. Mais alors que Cole regardait les photos de sa fille blessée et lisait les transcriptions des mensonges d'Amy au service de l'enfance, il ne ressentait aucune ambiguïté morale quant à ce qui allait arriver. Troy Matthews avait déclaré la guerre à la famille de Cole par la tromperie, la manipulation et la violence contre un enfant. Amy avait choisi de devenir la complice de Troy plutôt que de protéger sa propre fille. Maintenant, ils allaient tous deux apprendre ce qui se passait lorsque cette guerre était portée contre quelqu'un entraîné à gagner à tout prix. Cole Brennan avait passé 6 ans à apprendre à neutraliser les ennemis qui menaçaient les familles américaines. Demain, il appliquerait ces mêmes compétences pour protéger sa propre famille des ennemis qui s'étaient infiltrés chez lui. La phase d'approche était terminée. Cole avait rassemblé des renseignements,
positionner des ressources et préparer une action décisive. Il ne restait plus qu'à exécuter un plan qui rétablirait la sécurité de sa fille et rendrait justice à ceux qui avaient trahi sa confiance. Troy Matthews et Amy Brennan avaient fait l'erreur de croire que la distance et le temps les avaient mis à l'abri des conséquences. Ils étaient sur le point de découvrir que certaines trahisons ont un prix auquel on ne peut échapper, et que certains pères parcouraient n'importe quelle distance pour protéger leurs enfants du mal. Chapitre 5. L'engagement. L'aube grise et froide se leva alors que Cole se préparait pour le jour qui allait changer la trajectoire de plusieurs vies. Il s'habilla de vêtements civils sombres et vérifia son équipement une dernière fois. Matériel de surveillance, appareils d'enregistrement et outils qui seraient nécessaires pour ce qui allait arriver. Ses mouvements étaient méthodiques et calmes, le produit d'années passées à se préparer pour des opérations où l'échec signifiait la mort. Martha Brennan arriva à l'hôpital à 8 heures, exactement comme Cole l'avait demandé. La présence de sa mère avait de multiples objectifs: fournir à Sophie un soutien familial, créer un témoin du comportement d'Amy et établir des bases légales pour que Cole demande la garde d'urgence. La réputation de Martha dans la communauté en tant que femme respectée qui avait élevé son fils seul aurait du poids auprès des autorités. Cole surveillait l'hôpital grâce au réseau de surveillance de Danny, observant Martha entrer dans la chambre de Sophie et le comportement d'Amy se transformait immédiatement en hostilité défensive. La conversation entre les deux femmes fut brève et tendue, Amy étant clairement mal à l'aise en ayant sa belle-mère présente pendant cette crise. La nerveuse Danny d'Amy rapporta par communication radio. Elle n'arrête pas de vérifier son téléphone et de regarder vers la porte comme si elle attendait quelqu'un. Cole n'était pas surpris. L'absence de Troy de l'hôpital ce matin-là était intentionnelle. Il était chez Cole pour rassembler des affaires et se préparer pour ce qu'il pensait être leur dernier départ du Kentucky. Les renseignements de Cole indiquaient que Troy avait réservé des vols pour le Tennessee pour ce soir-là, une voiture de location étant réservée pour le trajet jusqu'à l'aéroport international de Louisville. À 9h30, Cole a reçu la confirmation que la première phase de son opération était terminée. Frank Peterson avait déposé avec succès des documents de garde d'urgence auprès du tribunal de la famille, citant le témoignage de Sophie à l'hôpital et les preuves médicales de maltraitance. La requête comprenait une demande d'ordonnance de protection immédiate contre Troy Matthews, en utilisant sa véritable identité et ses antécédents criminels fournis par les renseignements militaires. Le juge a accordé la garde temporaire. Frank a signalé via un téléphone sécurisé: Sophie est désormais légalement sous votre protection et les forces de l'ordre ont été informées que Troy Matthews est recherché pour interrogatoire en lien avec des accusations de maltraitance sur enfant. Cole a ressenti un moment de satisfaction lorsque le premier domino est tombé. La fausse identité soigneusement construite de Troy était désormais compromise et son accès à Sophie avait été légalement coupé. Mais l'homme était dangereux et le deviendrait probablement davantage une fois qu'il réaliserait que sa position avait été exposée. La phase 2 nécessitait une exécution plus délicate. Cole devait rassembler des preuves supplémentaires de la conspiration de Troy et Amy. Tout en se positionnant pour une confrontation directe, il s'est approché de son ancienne maison en utilisant des compétences acquises en guerre urbaine, se déplaçant dans les jardins des voisins et utilisant une couverture naturelle pour rester indétectable. De son poste d'observation derrière le garage, Cole regardait Troy se déplacer dans la maison avec une urgence croissante. L'homme suivait clairement un plan d'évacuation prédéterminé, collectant des objets et des documents spécifiques, tout en laissant derrière lui tout ce qui pourrait ralentir sa fuite. Le comportement de Troy a confirmé l'évaluation de Cole selon laquelle il s'agissait d'une disparition complète plutôt que d'un simple déménagement. À 10h30, Amy est revenue de l'hôpital dans un état d'agitation évident. Cole a observé à travers des téléobjectifs alors qu'elle et Troy engageaient une conversation intense qui a rapidement dégénéré en dispute. Le langage corporel d'Amy suggérait peur et réticence, tandis que les gestes de Troy devenaient de plus en plus agressifs et autoritaires. Cole activa un enregistreur audio de la technologie intérieure de la maison, obtenu par Danny via des services de sécurité privés. La conversation qui en résulta confirma nombre des soupçons de Cole sur la véritable nature de la relation entre Amy et Troy. « Je t'avais prévenu que cela arriverait si on agissait trop vite. » La voix d'Amy était cinglante de panique. L'arrivée de Martha à l'hôpital signifie que Cole sait quelque chose. On aurait dû attendre la sortie de Sophie. La réponse de Troy fut froide et calculatrice. Cole est toujours à l'étranger et à son retour, nous serons partis. Sophie s'habituera à m'appeler « père » une fois qu'elle aura compris qu'il n'y avait pas le choix.
Elle a blessé Troy. On devrait peut-être reconsidérer la situation. L'enfant est tombée dans les escaliers parce qu'elle était provocatrice. Voilà ce qui arrive quand les enfants ne respectent pas l'autorité. Une fois installée dans le Tennessee, elle apprendra à se comporter correctement. Les mains de Cole se resserrèrent autour de l'équipement d'enregistrement tandis que Troy continuait de parler, son ton devenant plus menaçant. Tu as deux choix. Ami, viens avec moi maintenant, ou explique au service de l'enfance pourquoi tu as permis que ta fille soit blessée alors que tu étais un autre homme. Patricia Mills s'assurera que tu perdes la garde de toute façon, mais au moins avec moi, tu auras un avenir. La conversation a révélé toute l'étendue de la manipulation de Troy. Il avait systématiquement isolé Amy de ses systèmes de soutien, compromis sa relation avec sa fille et créé une situation où elle se sentait piégée. En se conformant à ses exigences, Amy était devenue une autre victime du comportement prédateur de Troy, bien que sa volonté de privilégier ses propres intérêts sur la sécurité de Sophie constituait toujours une trahison impardonnable dans l'esprit de Cole. À 1145 heures, la surveillance de Cole a détecté un mouvement qui a radicalement changé le tableau opérationnel. Une voiture de patrouille de la police d'État du Kentucky s'est arrêtée dans l'allée, suivie d'un véhicule des services de l'enfance. Patricia Mills est sortie de la berline, accompagnée de deux assistantes sociales que Cole n'a pas reconnues. L'arrivée des autorités aurait dû être positive, mais les renseignements de Cole suggéraient le contraire. La relation de Patricia Mills avec Troy impliquait que cette visite avait probablement été coordonnée pour retirer Sophie de l'hôpital et la placer sous la garde de Troy avant que Cole n'intervienne. Le timing était trop opportun pour être une coïncidence. Cole a immédiatement activé les protocoles d'urgence, contactant simultanément Frank Peterson et le major Valdez. Il passe à l'action, a-t-il rapporté. Mills est chez moi avec le renfort de la police d'État. C'est la saisie de garde que nous anticipions. La réponse de Frank a été rapide. Je suis en route pour l'hôpital avec les marshals fédéraux. Le droit de la famille des militaires prime sur l'autorité de l'État dans cette affaire et nous avons des preuves que Mills est compromise. Sophie n'ira nulle part. Cole a compris que les prochaines heures détermineraient si l'avenir de sa famille était décidé par la loi et les preuves ou par la force et la tromperie. Troy s'était révélé être quelqu'un prêt à recourir à la violence contre les enfants et à manipuler les agences gouvernementales pour atteindre ses objectifs. Une telle personne ne se rendrait pas simplement parce que des documents légaux avaient été déposés. La confrontation que Cole avait planifiée était sur le point de devenir inévitable. Troy découvrirait bientôt que sa fausse identité avait été exposée, ses antécédents criminels révélés et son accès à Sophie légalement résilié. Sa réponse serait probablement désespérée et dangereuse. Cole vérifia son équipement une dernière fois et commença à se diriger vers la maison. 6 années d'entraînement militaire l'avaient préparé à ce moment. Non pas les circonstances spécifiques, mais les exigences psychologiques et tactiques d'un affrontement avec un ennemi qui menaçait tout ce qu'il considérait comme sacré. Troy Matthews avait fait carrière en exploitant des familles vulnérables et en échappant aux conséquences par la tromperie et l'intimidation. Il avait sous-estimé la détermination d'un père qui avait consacré sa vie à protéger les innocents et à détruire ceux qui priaient pour eux. La phase d'engagement commençait et Cole Brennan avait l'intention de poursuivre cette bataille avec toutes les compétences qu'il possédait. Troy et Amy étaient sur le point d'apprendre que certaines trahisons avaient un prix qui ne pouvait être payé que par la destruction complète de la vie qu'ils avaient essayé de construire sur les ruines de la famille de Cole. La guerre pour la sécurité de Sophie et l'honneur de la famille Cole étaient sur le point d'atteindre son paroxysme, et Cole n'avait aucune intention de laisser ses ennemis s'en sortir victorieux. Chapitre 6. La confrontation. Cole s'approcha de sa maison avec la précision méthodique d'un soldat des forces spéciales, avançant vers une cible à haute valeur V. Chaque pas était calculé, chaque angle d'approche envisagé pour un avantage tactique maximal. La présence de la police d'État compliquait la situation, mais ne modifiait pas son objectif ultime, protéger Sophie et neutraliser la menace que Troy représentait par son oreillette. Cole recevait des nouvelles de Frank Peterson à l'hôpital. Les marshals fédéraux ont sécurisé la chambre de Sophie. Mills et son équipe se sont vus refuser l'accès et elle exige de vous parler immédiatement. Quelque chose l'effraie. Le timing confirmait les soupçons de Cole. Patricia Mills et Troy avaient coordonné leurs actions pour retirer Sophie de sa garde à vue avant que Cole n'intervienne. Maintenant que leur plan avait été déjoué, tous deux deviendraient probablement de plus en plus désespérés et imprévisibles. De sa position cachée, Cole observait l'interaction entre Troy, Amy et les autorités à sa porte. Patricia Mills semblait expliquer quelque chose aux policiers,
tandis que 3 affichait une façade d'amis de la famille inquiet. Amy se tenait à l'écart, son langage corporel suggérant qu'elle souhaitait être ailleurs. Cole activa son enregistreur tandis que des voix se faisaient entendre depuis le porche. Monsieur Hendricks a joué un rôle paternel auprès de l'enfant pendant le déploiement de son père. Patricia Mills expliquait aux policiers. Compte tenu des récents problèmes de comportement de la fillette et des circonstances de sa blessure, nous pensons qu'un placement temporaire chez Monsieur Hendricks serait dans son intérêt. 3 hocha la tête gravement, jouant parfaitement son rôle. Sophie a dû faire face à des problèmes d'abandon liés aux absences prolongées de son père. Amy et moi avons apporté une certaine stabilité pendant cette période difficile. Cole sentit sa mâchoire se serrer en écoutant 3 manipuler des professionnels qualifiés avec des mensonges bien rodés. La capacité de cet homme à se présenter comme une figure d'autorité bienveillante tout en dissimulant sa véritable nature de prédateur était à la fois impressionnante et exaspérante. L'officier de police principal, un sergent nommé Williams, d'après son badge, semblait mal à l'aise face à la situation. « Madame, nous avons des documents contradictoires. L'ordonnance fédérale de garde stipule que l'enfant reste où elle est, mais vous affirmez que la juridiction de l'État s'applique. » La réponse de Patricia Mills a révélé l'étendue de sa corruption. L'ordonnance fédérale se fonde sur des informations incomplètes fournies par un père absent qui n'a aucune connaissance directe de la situation actuelle. Le déploiement militaire ne remplace pas les préoccupations relatives au bien-être de l'enfant. Cole en avait assez entendu. Il a allumé sa radio et a parlé doucement à Danny. Lancement de la phase 3, j'y vais. La phase 3 impliquait la divulgation simultanée de la véritable identité et des antécédents criminels de 3 à plusieurs agences d'application de la loi, accompagnée de preuves de sa conspiration avec Patricia Mills. Danny avait préparé des colis contenant des photographies, des dossiers financiers et des journaux de communication qui seraient remis à la police d'État, aux affaires internes, au FBI et aux unités d'enquête criminelle militaire. En quelques minutes, Cole est sorti de sa cachette et s'est dirigé ouvertement vers sa maison. Son approche était calculée pour paraître non menaçante, tout en se positionnant pour un avantage tactique maximal. Les policiers l'ont remarqué en premier, leurs mains se dirigeant instinctivement vers leurs armes jusqu'à ce qu'ils reconnaissent son attitude militaire et son attitude assurée, suggérant une autorité plutôt qu'une menace. L'après-midi, les officiers Cole ont dit, en présentant sa carte d'identité militaire et ses ordres de permission d'urgence. « Sergent-chef Cole Brennan, je crois que vous êtes ici pour ma fille. » La réaction de 3 a été immédiate et révélatrice. Son sang-froid soigneusement conservé s'est brisé lorsqu'il a réalisé que Cole était revenu sans prévenir. Amy a halté bruyamment, le visage décoloré, comprenant que la confrontation qu'elle redoutait allait se produire. Patricia Mills a tenté de garder le contrôle de la situation. « Sergent Brennan, nous discutions justement des modalités de garde temporaire pour Sophie pendant votre retour de déploiement. Monsieur Ricks... » Monsieur Ricks Cole a interrompu sa voix. Fort de 6 ans d'autorité à la tête d'hommes au combat, de son vrai nom 3 Matthews, est recherché pour interrogatoire suite à des accusations de maltraitance d'enfants déposées ce matin. Il fait également l'objet d'une enquête fédérale pour usurpation d'identité et complot en vue de commettre un enlèvement. L'effet des paroles de Cole fut électrique. Le sergent Williams s'approcha immédiatement de 3, la main posée ouvertement sur son arme. Les autres officiers se déployèrent pour contrôler la scène. Tandis que Patricia Mills bredouillait des protestations contre l'autorité juridictionnelle, le masque de 3 finit par tomber complètement, révélant le prédateur sous la façade soigneusement construite. « Tu penses pouvoir débarquer et détruire ce que nous avons construit ici. Amy m'a choisi, petit soldat. Ta fille apprenait à respecter l'autorité appropriée jusqu'à ce que tu empoisonnes son esprit contre moi. » La réponse de Cole fut délivrée avec un calme glacial. « Ma fille a 8 ans. La seule chose qu'elle avait besoin d'apprendre était que les adultes qui prétendent se soucier d'elle ne la poussent pas en bas quand elle refuse de les appeler papa. » Amy sentit sa voix s'avancer, les larmes coulant sur son visage. « Cole, tu ne comprends pas. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Sophie est tombée et Sophie m'a raconté exactement ce qui s'était passé. » Cole l'interrompit en détail en présence de témoins. Elle a dit que 3 l'avait forcée à l'appeler papa. Lorsqu'elle a refusé, il l'a attrapée par le bras et l'a poussée dans les escaliers. Voulez-vous entendre l'enregistrement? L'aveu que Cole possédait, le témoignage de Sophie, a envoyé une onde de choc visible à travers le groupe.
Le visage de Troy s'est assombri de rage lorsqu'il a réalisé que son récit soigneusement construit avait été compromis par l'enfant même qu'il avait tenté d'intimider pour le réduire au silence. Ce petit ment, a grogné Troy, abandonnant toute prétention de civilité. Elle n'a été que source d'ennui depuis le premier jour, me manquant de respect et sapant mon autorité. Elle devait apprendre les conséquences. Les mots flottaient dans l'air comme des aveux enregistrés par plusieurs appareils et attestés par des agents des forces de l'ordre assermentés. Troy venait d'admettre avoir délibérément blessé un enfant en guise de punition pour désobéissance, détruisant toute crédibilité qu'il aurait pu lui rester. Le sergent Williams s'est avancé, main maintenant sur ses menottes. « Monsieur, je vais vous demander de mettre vos mains derrière le dos. Tu es en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance d'enfant. » La réaction de Troy fut rapide et violente. Au lieu d'obéir, il se précipita vers Amy, lui attrapant le bras et tentant de l'utiliser comme bouclier humain. « Recule, Amy, viens avec moi, ou je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère abandonne son enfant pour un autre homme. » Cole bougea sans réfléchir, 6 années d'entraînement au combat prenant le dessus alors qu'il évaluait la menace et répondait avec une efficacité mortelle. Il réduisit la distance jusqu'à 3 en 3 pas rapides, frappant le poignet de l'homme avec une force précise qui le fit libérer Amy, tout en se positionnant simultanément entre Troy et toute voie d'évasion potentielle. « Touche-la encore, » dit Cole d'une voix douce et convaincue, « et je te montrerai exactement ce que j'ai appris en nettoyant les maisons en Afghanistan. » Troy était plus grand que Cole, mais l'entraînement militaire et le conditionnement psychologique créaient un déséquilibre immédiatement perceptible par tous les présents. Troy se comportait comme quelqu'un habitué à intimider les civils. Cole se déplaçait avec la violence maîtrisée d'un soldat professionnel ayant tué des ennemis au combat et n'éprouvant aucune hésitation morale à recommencer si nécessaire. Les policiers d'État séparèrent rapidement les 2 hommes, mais pas avant que Troy ne commette une ultime erreur qui scella définitivement son destin. Alors qu'on le menottait, il se tourna vers Amy avec une rage venimeuse. « Tu crois qu'il te pardonnera? Tu crois qu'il te reprendra? Après ce que nous avons fait dans son lit chaque nuit pendant son absence, il va te jeter comme un déchet et il ne te restera plus rien. » Les sanglots d'Amy s'intensifièrent tandis que les paroles de Troy anéantissaient toute possibilité de réconciliation avec Cole. La révélation brutale de détails intimes n'a servi à rien, si ce n'est à infliger un maximum de dégâts émotionnels à toutes les personnes présentes. Elle a démontré que les motivations de Troy n'avaient jamais été l'amour, ni même le désir. Elles avaient été la conquête et la destruction de la famille de Cole pour elle-même. Cole regarda Amy avec le regard détaché d'un soldat évaluant les dommages collatéraux. La femme qu'il avait épousée et aimée était toujours là, mais elle avait fait des choix qui la plaçaient dans le camp ennemi. Ses larmes et ses remords apparents ne changeaient rien à la réalité fondamentale. Elle avait choisi Troy plutôt que les agents de sécurité de sa propre fille. Cole dit, sa voix retrouvant son calme professionnel. « Je pense que vous constaterez que Madame Mills a également des explications à fournir concernant sa relation avec le suspect et ses tentatives de contourner les ordonnances de garde fédérale. » Patricia Mills avait tenté de se fondre dans le décor pendant la confrontation, mais les paroles de Cole ont ramené une attention indésirable sur son rôle dans le complot. Le sergent Williams la regarda avec un scepticisme renouvelé, considérant les implications d'une corruption coordonnée. Alors que Troy était chargé dans la voiture de police, il croisa le regard de Cole à travers la fenêtre. Le regard qu'ils échangèrent était électrique, une reconnaissance mutuelle, 2 prédateurs se reconnaissant malgré les contraintes artificielles de la civilisation. Troy comprit qu'il avait catastrophiquement sous-estimé son adversaire, tandis que Cole comprit que la justice légale pourrait ne pas suffire à assurer la sécurité permanente de sa famille. La menace immédiate avait été neutralisée, mais Cole réalisa que la confrontation était loin d'être terminée. Troy serait probablement libéré sous caution, Patricia Mills tenterait de brouiller les pistes et Amy devrait faire face aux conséquences de son rôle dans la mise en danger de Sophie. Le système judiciaire gérait certains aspects de la justice, mais Cole avait appris que certains problèmes nécessitaient des solutions plus directes. Alors que les véhicules de police partaient avec leurs prisonniers, Cole se tenait dans l'allée de la maison qui avait autrefois représenté son rêve américain. La structure physique subsistait, mais tout ce qu'elle symbolisait avait été détruit par la trahison et la violence. Ce n'était plus qu'un morceau de terrain dans un champ de bataille plus vaste où la guerre pour l'avenir de sa famille continuerait à se dérouler. La phase de confrontation était terminée,
Mais Cole comprenait que la victoire nécessitait plus que la simple suppression des menaces immédiates. Troy Matthews s'était révélé être quelqu'un qui ne cesserait jamais de traquer ce qu'il considérait comme sa propriété, et Amy avait démontré que sa loyauté était indéniable lorsqu'elle était mise à l'épreuve. La sécurité totale de Sophie nécessiterait des solutions plus durables. Cole Brennan avait passé 6 ans à apprendre à éliminer les menaces pesant sur les familles américaines. Il allait désormais appliquer ces mêmes compétences pour protéger sa propre famille, quelles que soient les limites juridiques ou morales qu'il serait amené à franchir. Certains ennemis ne pouvaient être arrêtés que par une destruction totale, et Cole était prêt à rendre exactement ce niveau de justice. Chapitre 7. Le jugement dernier. La procédure judiciaire s'est déroulée à une vitesse surprenante une fois que les autorités fédérales ont pris le contrôle de l'affaire. Les empreintes digitales de Troy ont confirmé sa véritable identité. Troy Matthews était recherché dans 3 États pour des crimes allant de l'usurpation d'identité à la mise en danger d'enfants. Son faux personnage soigneusement construit s'est effondré sous l'examen, révélant un schéma de comportement prédateur s'étalant sur plus d'une décennie. Patricia Mills n'a guère eu plus de chance. L'enquête du FBI a révélé des versements financiers de Troy totalisant près de 15 000 $ sur 6 mois, ainsi que des preuves qu'elle avait délibérément retardé les enquêtes sur plusieurs familles de militaires afin de favoriser les manœuvres de manipulation de Troy. Sa corruption avait permis à Troy de cibler des épouses et des enfants vulnérables pendant que leurs protecteurs servaient à l'étranger. Cole a passé la matinée au cabinet juridique de Fort Campbell, travaillant avec Frank Peterson pour finaliser les arrangements de garde et coordonner les enquêtes criminelles militaires. Le témoignage de Sophie avait été enregistré dans des conditions contrôlées, fournissant au procureur des preuves accablantes de la violence et des tactiques de manipulation de Troy. Le procureur parle d'une négociation de peine, a rapporté Frank lors de leur consultation. L'avocat de Troy souhaite négocier jusqu'à une simple agression en échange d'informations sur d'autres victimes. La réponse de Cole a été immédiate et non négociable. Pas d'accord. Sophie mérite justice et toutes les autres familles qu'il a détruites méritent de le voir assumer pleinement les conséquences de ses actes. Frank a hoché la tête, comprenant la position de Cole. Les preuves sont suffisamment solides pour que nous n'ayons pas besoin de sa coopération. Plusieurs victimes des lieux précédents se sont manifestées. Maintenant que sa véritable identité est connue, il risque une lourde peine de prison fédérale, même sans les accusations portées contre lui au Kentucky. Mais Cole savait que la justice, bien que satisfaisante, ne réglerait pas le problème profond. Troy avait démontré qu'il considérait Sophie comme une propriété à récupérer et Amy comme un bien à contrôler. Même en prison, un tel homme pourrait trouver le moyen de continuer à menacer la famille de Cole par l'intermédiaire d'associés ou de substituts. La situation d'Amy était plus complexe et personnellement dévastatrice. Elle avait été libérée dans l'attente d'une enquête pour mise en danger d'enfants et complot. Son rôle dans la dissimulation des abus de Sophie et son projet de fuite avec Troy la rendaient légalement coupable, mais son statut de victime compliquait les décisions de poursuite de Troy. Cole trouva Amy assise dans sa voiture devant les bureaux juridiques de la base, attendant visiblement son arrivée. Son apparence le choqua. Elle semblait avoir vieilli ces derniers jours, le visage tiré et le regard hanté par l'ampleur de sa perte. « Cole, s'il vous plaît, dit-elle alors qu'il s'approchait, pouvons-nous parler quelques minutes ?» Contre son gré, Cole accepta d'écouter ce qu'elle avait à dire. Ils se rendirent dans un parc tranquille près de la base, un endroit où ils avaient emmené Sophie pique-niquer à des moments plus heureux. L'ironie du lieu ne leur échappa pas. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais, » commença Amy, la voix pleine de larmes. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que Sophie soit blessée. J'étais seul et perdu, et Troy m'a redonné l'impression d'être quelqu'un de spécial. » Cole écouta sans interruption Amy décrire les tactiques de manipulation de Troy, comment il l'avait progressivement isolé de ses amis, la persuader que son service militaire démontrait son manque d'engagement envers sa famille et se présentait comme la solution à tous ses problèmes. Son récit correspondait au profil de victime de violences conjugales, mais Cole n'éprouvait aucune sympathie pour quelqu'un qui avait privilégié ses propres besoins émotionnels à la sécurité de son enfant. Il dit, « Tu prévoyais de quitter l'armée et de m'enlever Sophie. » Amy poursuivit, « Il m'a convaincu que je devais choisir entre vous. Perdre toutes les deux ou construire une nouvelle vie où Sophie pourrait avoir un vrai père présent. » La révélation que Troy avait utilisé les plans de transition de Cole vers la vie civile comme une arme contre sa famille ajouta une dimension supplémentaire à la trahison.
Amy savait que Cole avait l'intention de quitter l'armée pour un poste d'inspecteur qui le garderait à la maison, mais Troy avait déformé cette information pour en faire la preuve du manque de fiabilité de Cole. Sophie ne l'a jamais aimé. Amy avoua qu'elle disait toujours que quelque chose n'allait pas. À propos de Troy, mais je pensais qu'elle refusait simplement d'accepter le changement en refusant de l'appeler « papa ». J'aurais dû écouter son instinct au lieu de soutenir son autorité. Cole prit enfin la parole, sa voix soigneusement contrôlée. Tu as soutenu son autorité lorsqu'il exigeait le respect de notre fille. Tu l'as couvert lorsqu'il l'a blessée au point de nécessiter une hospitalisation. Tu prévois de disparaître avec lui et d'éloigner Sophie de la seule famille qu'elle ait jamais connue. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout cela, sinon une trahison? Amy tressaillit à l'évaluation clinique, mais ne chercha pas à se justifier. J'avais peur de lui. À la fin, il est devenu contrôlant et possessif, exigeant de savoir où j'étais à chaque instant lorsque Sophie était blessée. J'étais terrifié par ce qu'il pourrait faire si je ne soutenais pas sa version des faits. L'aveu qu'Amy avait agi sous l'emprise de la peur expliquait une partie de son comportement, mais n'excusait pas le choix fondamental de privilégier sa propre sécurité à celle de sa fille. Cole avait passé des années dans des situations où la peur était constante, mais il ne l'avait jamais laissé compromettre son devoir de protection. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Amy à voix basse. Cole réfléchit attentivement à sa réponse. La femme assise à côté de lui était toujours légalement sa femme et la mère de Sophie, mais ses relations avaient été fondamentalement altérées par ses choix. La confiance, une fois brisée par une trahison de cette ampleur, ne pourrait jamais être entièrement restaurée. Vous ferez face aux conséquences juridiques que le procureur jugera appropriées. Cole dit, Sophie vivra avec moi, et vous bénéficierez d'un droit de visite supervisé jusqu'à ce qu'un tribunal de la famille détermine ce qui est dans son intérêt supérieur. Au-delà de ça, je ne sais pas. Amy hocha la tête, les larmes coulant sur son visage, consciente de l'ampleur des conséquences de ses choix. Diras-tu à Sophie que je suis désolé, que je l'aime et que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive? Je lui dirai que tu as commis des erreurs qui ont blessé des personnes que tu prétends aimer? Répondit Cole. Sophie est assez grande pour comprendre que les adultes font parfois de mauvais choix aux conséquences graves. Je ne chercherai pas d'excuses pour ces choix ni ne prétendrai qu'il s'agissait d'autre chose que d'une trahison. Leur conversation fut interrompue par le bourdonnement du téléphone de Cole, accompagné d'un message urgent de Danny Rodriguez. Le message était bref mais alarmant. Troy fut libéré sous caution. Des associés armés aperçus près de l'hôpital de Sophie recommandent une intervention tactique immédiate. Cole se glaça en réalisant que le réseau de Troy était plus étendu qu'il ne l'avait prévu. Cet homme disposait de ressources et de relations qui lui permettaient de coordonner des représailles, même en détention. Sophie était encore vulnérable et les manœuvres juridiques prudentes de Cole pourraient ne pas suffire à la protéger. « Je dois partir », dit Cole. Il se dirigeait déjà vers son véhicule. « Éloignez-vous de Sophie jusqu'à ce que la situation soit résolue. Si Troy ou quelqu'un de son entourage vous contacte, appelez immédiatement la police. » Amy l'attrapa par le bras alors qu'il s'apprêtait à partir. « Clément, que se passe-t-il? » Sophie est en danger. Cole la regarda avec l'insistance d'un soldat se préparant au combat. « Sophie est en danger depuis le jour où vous avez accueilli Troy chez nous. La différence, c'est que je suis là pour éliminer définitivement ce danger. » Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré 12 minutes dans un embouteillage dense, pendant lesquels Cole a coordonné son action avec l'équipe de surveillance de Danny et les agents fédéraux qui convergeaient vers le centre médical. La caution de Troy avait été versée par quelqu'un utilisant de l'argent liquide et de fausses pièces d'identité, suggérant un niveau d'organisation qui a transformé la situation de dispute conjugale en une potentielle activité criminelle organisée. Cole est arrivé et a trouvé l'hôpital sous un contrôle de sécurité discret, avec des agents fédéraux armés positionnés à des points stratégiques du bâtiment. La chambre de Sophie était sous protection directe, mais Cole savait que des ennemis déterminés pouvaient trouver des moyens de contourner même les mesures de sécurité professionnelle. Danny l'a retrouvé dans le parking avec une évaluation tactique qui a confirmé ses pires craintes. 2 véhicules immatriculés hors de l'État effectuent une surveillance depuis 1 heure. Les occupants correspondent aux descriptions d'associés connus des précédents déplacements de Troy. Ce n'est pas un hasard, c'est représailles coordonnées. Cole ressentit la sensation familière de passer d'un état d'esprit civil à un état d'esprit de combat. Les règles d'engagement étaient différentes, mais l'objectif restait le même, protéger les innocents et neutraliser les menaces par tous les moyens nécessaires. Martha est avec Sophie,
et toutes deux sont en sécurité, poursuivit Danny. Mais les marshals fédéraux pensent qu'il pourrait s'agir d'une enquête pour tester notre réponse. Le véritable assaut pourrait survenir plus tard, lorsque nous serons moins préparés. Cole comprit que l'arrestation de Troy n'avait fait qu'aggraver le danger au lieu de l'éliminer. L'homme avait révélé l'existence d'un réseau criminel voué à l'exploitation des familles de militaires, et la famille de Cole était devenue le point central de leurs représailles. Le jugement anticipé par Cole était sur le point de commencer, mais il irait bien au-delà de la trahison personnelle de sa femme et de l'agression de sa fille. Troy Matthews représentait une menace pour les familles de militaires de toute la région et Cole comprenait qu'une sécurité permanente exigeait la destruction complète de ce réseau de menaces. La justice légale réglerait certains aspects du problème, mais la formation militaire de Cole lui avait appris que certains ennemis ne pouvaient être arrêtés que par une action directe. La guerre pour la sécurité de sa famille entrait dans sa phase la plus dangereuse, et Cole était prêt à la mener avec toutes les compétences dont il disposait. Troy Matthews avait commis l'erreur de transformer un conflit personnel en une campagne organisée contre la famille d'un soldat des forces spéciales. Il était sur le point d'apprendre que certaines batailles ne pouvaient se terminer que par la destruction complète d'un camp ou de l'autre, et Cole Brennan n'avait jamais connu la défaite lorsque l'enjeu incluait la protection de vies innocentes. Chapitre 8. La traque. La force d'intervention fédérale a établi son centre de commandement dans une salle de conférence sécurisée 3 étages en dessous de la chambre d'hôpital de Sophie, transformant l'établissement médical en une forteresse conçue pour protéger une fillette de 8 ans d'un réseau de prédateurs. Cole s'est retrouvé à travailler aux côtés de l'agent spécial du FBI Maria Santos, dont l'expertise en matière de trafic et d'exploitation organisée avait fait d'elle l'enquêtrice principale sur ce qui allait rapidement au-delà d'une simple dispute domestique. Troy Matthews n'opérait pas seul. L'agent Santos a informé l'équipe rassemblée, étalant des photos de surveillance sur la table de conférence. Nous avons identifié au moins 6 associés impliqués dans le ciblage systématique de familles de militaires dans 4 États. Ils utilisent des positions contractuelles légitimes pour accéder aux bases, puis se coordonnent avec du personnel corrompu des services sociaux pour manipuler les situations de garde à vue. Cole a étudié les photos avec un intérêt professionnel, mémorisant les visages et notant des détails tactiques qui pourraient s'avérer utiles lors de futures rencontres. Le réseau était plus sophistiqué qu'il ne l'avait initialement imaginé, fonctionnant avec un type de structure organisationnelle suggérant un soutien financier important et une planification stratégique à long terme. Quel est leur objectif final? A demandé Cole. Parlons-nous de traite d'êtres humains, d'exploitation financière ou d'autres choses? L'agent Santos a échangé un regard avec son partenaire avant de répondre, tout ce qui précède, plus l'usurpation d'identité et la fraude aux prestations sociales. Il cible spécifiquement les familles de militaires car les cycles de déploiement créent des fenêtres de vulnérabilité et les prestations militaires offrent des incitations financières attrayantes. Les enfants sont souvent utilisés comme levier pour contrôler les mères qui, autrement, pourraient résister à la manipulation. La révélation que Sophie avait été ciblée non seulement par les désirs personnels de Troy, mais aussi dans le cadre d'une entreprise criminelle plus vaste, a renforcé la conviction croissante de Cole que les recours juridiques seraient insuffisants. Les réseaux criminels pouvaient être démantelés par les forces de l'ordre, mais ils pouvaient aussi se reconstituer avec une nouvelle direction et poursuivre les opérations. Une sécurité permanente exigeait une intervention plus décisive. Danny Rodriguez est entré au centre de commandement avec des renseignements qui ont considérablement accru l'évaluation de la menace. La caution de Troy a été versée par une société écran enregistrée aux îles Caïmans. L'analyse financière suggère un soutien de sources disposant de ressources bien supérieures à celles observées au niveau local. Cela est plus profond que nous ne le pensions. Cole a senti les pièces d'un puzzle plus vaste s'assembler en examinant les implications. Troy n'était pas un prédateur solitaire qui s'en prenait aux familles de militaires. Il avait participé à une opération coordonnée conçue pour exploiter les vulnérabilités uniques créées par le service militaire. Amy avait été manipulé non seulement par un sociopathe, mais par une organisation criminelle spécialisée dans la destruction des familles de militaires à des fins lucratives. Où est Troy maintenant? Demanda Cole. L'agent Santos a été consulté. Ces derniers rapports ont été transmis à une maison de transition de Louisville, sous surveillance électronique et déplacement supervisé. Notre surveillance indique toutefois que le bracelet électronique a été désactivé dans les 6 heures suivant sa libération. Il est parti.
La confirmation que Troy avait échappé à la surveillance officielle alors qu'il faisait l'objet d'une enquête fédérale démontrait soit une incompétence remarquable des autorités, soit l'aide active de fonctionnaires corrompus. Ces deux possibilités suggéraient que la famille de Cole subissait un danger immédiat face à des ennemis motivés et capables de représailles. Le téléphone de Cole vibra, accompagné d'un message de Martha, qui surveillait Sophie. Des hommes en costume posaient des questions au poste des infirmières. Sophie a peur. Vous avez besoin de moi? Le message déclencha l'action immédiate de Cole, mais l'agent Santos l'intercepta avant qu'il ne puisse quitter le centre de commandement. Sergent Brennan, je comprends vos inquiétudes, mais nous avons besoin de vous pour maintenir la discipline opérationnelle. Déplacer sans coordination pourrait compromettre nos efforts de surveillance. Cole regarda l'agent fédéral avec l'évaluation froide de quelqu'un qui avait passé des années à opérer dans des environnements où l'hésitation signifiait la mort. Agent Santos, avec tout le respect que je vous dois, ma fille craint que chaque minute passée à coordonner nos actions via les canaux officiels ne soit une minute de plus. Ma famille reste vulnérable face à des personnes qui ont déjà démontré leur volonté de s'en prendre à des enfants. Des agents fédéraux sont déployés dans tout l'hôpital. L'agent Santos a insisté sur le fait que Sophie était protégée par toutes les ressources des forces de l'ordre fédéral. La réponse de Cole, délivrée avec une conviction discrète, a mis tout le monde mal à l'aise. Les forces de l'ordre fédéral n'ont pas réussi à empêcher Troy d'échapper à sa surveillance alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour maltraitance d'enfants. Elles n'ont pas réussi à détecter un réseau criminel opérant sur des installations militaires pendant des années. La sécurité de ma famille est désormais sous ma responsabilité et j'entends la gérer en conséquence. Cet échange a marqué un clivage philosophique fondamental entre la méthodologie des forces de l'ordre et la doctrine opérationnelle militaire. L'agent Santos s'est attaché à monter des dossiers passibles de poursuites judiciaires qui aboutiraient à de lourdes peines de prison pour plusieurs accusés. Cole s'est concentré sur l'élimination des menaces immédiates pour la sécurité de sa fille par tous les moyens les plus efficaces. Cole a quitté le centre de commandement malgré les protestations de l'agent Santos, conscient que ces actes seraient probablement signalés aux autorités militaires pour non-coopération à l'enquête fédérale. Sa préoccupation immédiate était l'état psychologique de Sophie et les failles de sécurité créées par des inconnus menant des enquêtes non autorisées à l'hôpital. Il trouva Martha montant la garde devant la chambre de Sophie, son langage corporel suggérant une protection maternelle portée à des niveaux dangereux. La femme âgée s'était positionnée de manière à observer toutes les approches de la chambre tout en maintenant un contact visuel avec sa petite fille, démontrant une conscience situationnelle que Cole identifia comme instinctive plutôt que comme deux hommes entraînés se faisant passer pour des travailleurs sociaux. Martha fit son rapport discrètement, posant des questions détaillées sur l'état de Sophie et la date de sa sortie éventuelle. Les infirmières ne trouvèrent aucune autorisation pour leur visite et leur identification semblait douteuse. Cole sentit son évaluation tactique de la situation changer lorsqu'il réalisa que le réseau de Troy effectuait une reconnaissance en vue de ce qui pourrait être une attaque directe contre l'hôpital. L'enquête sur le calendrier de sortie de Sophie suggérait la planification d'une tentative d'enlèvement. Cela se produirait pendant le transfert du patient, lorsque la sécurité serait la plus vulnérable. « Où sont les marshals fédéraux ?» demanda Cole. L'expression de Martha s'assombrit. Deux hommes dans le hall se faisaient passer pour des agents fédéraux, mais ils arrivèrent après le départ des faux travailleurs sociaux. Le timing semblait opportun. La possibilité que le réseau de Troy ait infiltré les forces de l'ordre fédéral était inquiétante, mais pas sans précédent. Les organisations criminelles disposant de ressources suffisantes entretenaient souvent des contacts corrompus au sein des agences gouvernementales, fournissant des alertes anticipées sur les actions officielles et des opportunités de coordination pour les activités criminelles. Cole entra dans la chambre de Sophie et trouva sa fille éveillée mais renfermée, visiblement affectée par le stress des préoccupations constantes en matière de sécurité et des visages inconnus posant des questions inquisitrices. Ses blessures physiques guérissaient, mais l'impact psychologique des événements récents devenait de plus en plus apparent. « Papa, est-ce que les méchants vont m'emmener ?» demanda Sophie doucement. Cole s'assit près de son lit et lui prit la main indemne, ressentant le poids de chaque décision qui avait conduit à ce moment. « Personne ne t'emmène nulle part, ma chérie. Papa est là maintenant et je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Mais l'ami de maman a dit que tu ne pouvais pas nous protéger de loin. Il dit, si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il t'arriverait quelque chose de mal aussi.
La révélation que Troy avait utilisé les menaces contre Cole comme moyen de pression pour le contrôler. Sophie ajouta une dimension supplémentaire à la manipulation psychologique qu'elle avait subie. Une enfant de 8 ans avait été forcée de choisir entre sa propre sécurité et le bien-être de son père, un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter, mais qui démontrait l'absence totale de contrainte morale de Troy. « Sophie, regarde papa », dit Cole, s'assurant d'avoir toute son attention. Troy t'a menti surtout. Il a menti sur le fait que papa ne rentrait pas à la maison, sur son autorité sur toi et sur sa capacité à blesser papa. Tu comprends ça? Sophie hocha lentement la tête, mais Cole voyait bien que la manipulation psychologique de Troy avait créé des peurs qui demanderaient du temps et de la patience à surmonter. La confiance, une fois brisée par la trahison et la violence, ne se rétablissait pas facilement, même chez les enfants dotés d'une résilience naturelle. La réflexion de Cole fut interrompue par la voix de Danny dans son oreillette. Plusieurs véhicules convergeaient vers le parking de l'hôpital. Des occupants armés confirmèrent « ce n'est pas un exercice ». Ces mots déclenchèrent la transition de Cole vers l'état de préparation au combat, lorsqu'il comprit que le réseau de Troy avait décidé de tenter une action directe plutôt que de poursuivre la surveillance et la reconnaissance. Ils étaient sur le point de découvrir ce qui s'était passé lorsqu'une organisation criminelle avait déclaré la guerre à la famille d'un soldat des forces spéciales. Martha emmène Sophie aux toilettes et verrouille la porte. Cole ordonna d'une voix autoritaire qui s'est effondrée. Pas de discussion. Ne sortez pas avant que je vous dise personnellement que c'est sûr. Cole il dégaina son arme dissimulée et se dirigea vers l'entrée de la pièce, se positionnant pour contrôler l'accès tout en se protégeant des tirs potentiels. 6 années d'expérience au combat l'avaient préparé à ce scénario précis, défendre des vies innocentes contre toute attente en milieu urbain. La chasse que Cole anticipait commençait enfin, mais les rôles avaient été inversés. Troy et ses associés pensaient venir récupérer leur prix, mais ils pénétraient en réalité dans un champ de bataille défendu par un homme entraîné à éliminer les menaces avec une extrême prudence. Cole Brennan avait passé des années à traquer des ennemis à l'étranger pour protéger des familles américaines. Il allait désormais traquer des ennemis dans son propre pays pour protéger sa propre famille, et les règles d'engagement seraient entièrement de son fait. Troy Matthews avait choisi de transformer un conflit personnel en guerre organisée, et Cole avait l'intention d'y mettre fin définitivement. La bataille pour la sécurité de Sophie et l'honneur de la famille Cole était sur le point d'atteindre son apogée, et Cole avait bien l'intention de s'assurer que ses ennemis apprennent à leurs dépens ce qui se passait lorsqu'il menaçait l'enfant d'un soldat des forces spéciales. Chapitre 9. La résolution. L'attaque a eu lieu à 1347 heures, avec une précision tactique qui a confirmé l'évaluation par Cole des capacités de son adversaire. 6 hommes dans des vêtements noirs ont émergé des cages d'escalier et des ascenseurs, se déplaçant simultanément avec une coordination qui suggérait une formation militaire ou des forces de l'ordre. Leur modèle d'approche a été conçu pour submerger la sécurité de l'hôpital et créer plusieurs voies d'accès à la chambre de Sophie. Cole a regardé leur avance à travers des caméras de sécurité que Danny avait réparties dans son écouteur, identifiant les armes et l'équipement tactique qui indiquaient une intention sérieuse. Ce ne sont pas des criminels amateurs qui tentaient une abduction opportuniste. C'étaient des professionnels qui exécutaient une agression prévue sur un détail de protection fédérale. Les maréchaux fédéraux dans le hall sont en baisse. Danny a rapporté par radiocommunication substances inconnues déployées, peut-être des sédatifs chimiques. La sécurité de l'hôpital demande une évacuation immédiate de l'aile pédiatrique. Cole s'est rendu compte que l'attaque était encore plus sophistiquée qu'il ne l'avait prévu, employant des armes chimiques non létales pour neutraliser la protection officielle sans créer de preuves évidentes de violence. Le réseau de Troy possédait des ressources et une expertise qui les positionne comme une véritable menace pour la sécurité nationale, pas seulement des familles individuelles. De sa position couvrant l'entrée de la chambre de Sophie, Cole pouvait entendre les pas qui approchaient de plusieurs individus se déplaçant avec une précision tactique dans les couloirs de l'hôpital. Leur coordination a suggéré un leadership professionnel et une planification approfondie, mais a également révélé des vulnérabilités tactiques que Cole pourrait exploiter. Martha, déplacez Sophie dans le coin le plus éloigné et la protéger avec votre corps, Cole a demandé tranquillement. Quoi qu'il arrive, gardez les yeux couverts et ne la laissez pas voir quoi que ce soit qui est sur le point de se produire. La formation tactique de Cole a identifié la position défensive optimale pour contrôler l'accès à la salle tout en minimisant les risques pour les civils.
Les couloirs étroits de l'hôpital obligeraient les attaquants à s'approcher en nombre limité, annulant leur avantage numérique et permettant à Cole de les engager individuellement plutôt que simultanément. Le premier attaquant est apparu à la porte à 1349 heures, se déplaçant avec une confiance professionnelle qui a évaporé le moment où il a rencontré la position défensive de Cole. Les années d'expérience de combat de Cole lui avaient appris que la violence écrasante, appliquée au moment du contact, éliminait souvent l'opposition avant de pouvoir répondre efficacement. L'engagement était bref et décisif. La formation militaire de Cole l'avait préparé à ce sujet scénario. Close carte et combat dans des espaces confinés contre plusieurs adversaires. Ses mouvements étaient fluides et mortels, chaque action calculée pour neutraliser les menaces tout en maintenant la position pour protéger les vies innocentes derrière lui. Les deuxième et troisième attaquants sont arrivés en quelques secondes suivant la première, mais se sont retrouvés face à une position défensive qui avait été optimisée pour exactement leur approche. La supériorité tactique de Vector Cole est devenue évidente alors que les criminels professionnels ont découvert la différence entre les civils intimidants et engagé un soldat des forces spéciales défendant sa famille. L'agent Santos et son équipe tactique sont arrivés lors de la dernière phase de la défense de Cole, trouvant des couloirs de l'hôpital jonchés de menaces neutralisées et du personnel médical qui commence à émerger des postes de verrouillage. La réponse fédérale avait été retardée par l'attaque chimique contre leur équipe avancée, mais l'action indépendante de Cole avait éliminé le danger immédiat. Jésus-Christ, a déclaré l'agent de Brennan Santos, en examinant la scène avec une évaluation professionnelle. 6 hommes armés retirés par un défenseur, c'est soit une formation exceptionnelle, soit une motivation exceptionnelle. La réponse de Cole a été livrée lors de la vérification de chaque attaquant pour s'assurer qu'il ne posait aucune menace continue. Ces 2 hommes ont menacé ma fille et j'ai répondu en conséquence. Les conséquences a révélé la véritable portée du réseau criminel de Troyes et leur ciblage systématique des familles des militaires. Les dispositifs électroniques récupérés auprès des attaquants contenaient des journaux de communication détaillant les opérations contre des dizaines de familles dans plusieurs États, des dossiers financiers montrant des millions de dollars en allégations de prestations frauduleuses et des preuves de corruption au sein des agences de services à l'enfance au niveau national et fédéral. Troy Matthews lui-même a été découvert dans un véhicule de surveillance à 3 pâtés de maison de l'hôpital, coordonnant l'agression par des communications cryptées tout en maintenant la distance contre la violence réelle. Sa capture a fourni aux enquêteurs fédéraux un accès à la structure de leadership du réseau et aux méthodes opérationnelles, démantelant efficacement une organisation qui opérait en toute impunité pendant des années. La portée de cette conspiration est sans précédent, a rapporté l'agent Santos lors du briefing post-incident, exploitation systématique des familles des militaires, corruption des agences gouvernementales et utilisation des enfants comme effet de levier pour la fraude financière. La résistance de votre famille a révélé une opération qui affectait des centaines de victimes. Cole a ressenti une satisfaction à la confirmation que ses actions avaient protégé plus que sa propre famille, mais son objectif principal est resté sur le rétablissement de Sophie et la sécurité à long terme. La menace physique immédiate avait été éliminée, mais les dommages psychologiques infligés par la manipulation de Troyes nécessiteraient du temps et une intervention professionnelle pour s'attaquer pleinement. Le rôle d'ami dans le complot est resté juridiquement complexe, mais sa coopération avec les enquêteurs fédéraux et le statut évident en tant qu'une autre des victimes de Troyes a entraîné une réduction des accusations et une probation supervisée plutôt que d'emprisonnement. Sa relation avec Cole et Sophie avait été irrémédiablement endommagée, mais elle conserverait des droits de visite limités sous surveillance du tribunal. L'audience de garde 3 semaines plus tard a été largement cérémonielle, le tribunal de la famille accordant à Cole la garde légale complète fondée sur la preuve de la mise en danger d'Amy envers Sophie et de sa coopération avec les activités criminelles. Sophie resterait avec Cole et Martha, entourée de membres de la famille qui ont priorisé sa sécurité au-dessus de toutes les autres considérations. 6 mois plus tard, Cole était passé aux forces de l'ordre civil comme prévu, acceptant un poste de détective auprès de la police du métro de Louisville qui s'est spécialisée dans les crimes contre les enfants. Son expérience militaire et sa compréhension intime des réseaux prédateurs l'ont rendu particulièrement qualifié pour protéger d'autres familles contre des menaces similaires à ce que sa propre famille avait enduré. La récupération de Sophie était progressive mais stable, aidée par des conseils professionnels et la sécurité de savoir que son père avait éliminé les menaces contre sa famille en permanence. Elle porterait des cicatrices psychologiques des abus de Troyes,
mais elle porterait également les connaissances que son père avait ému le paradis et la terre pour la protéger quand elle avait le plus besoin de lui. Amy a tenté la réconciliation plusieurs fois, mais la position de Cole est restée inchangée. La confiance, une fois brisée par la trahison de cette ampleur, n'a pas pu être restaurée par des excuses ou des promesses de comportement de changement. Elle avait choisi Troy au-dessus de la sécurité de sa propre fille, et ce choix avait des conséquences qui duraient le reste de leur vie. Troy Matthews a été condamné à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle, son réseau pénal démantelé et ses actifs saisis pour une indemnité de victime. Les autres assaillants ont subi des peines similaires, éliminant efficacement l'organisation qui a terrorisé les familles des militaires pendant des années. Patricia Mills a perdu sa licence professionnelle et a subi une peine de 10 ans pour corruption et complot, sa carrière détruite par la révélation de sa trahison systématique des familles qu'elle avait jurées pour protéger. L'Agence des services de l'enfance a subi une réorganisation complète à la suite d'une enquête fédérale sur la corruption généralisée. En une soirée tranquille un an après l'assaut à l'hôpital, Cole s'est assis sur son porche en regardant Sophie jouer dans la cour sous la supervision de Martha. Le rire de sa fille résonna à travers le quartier, un son qui avait été absent pendant les mois sombres lorsque l'influence de Troy a empoisonné leur maison. Danny Rodriguez la rejoint sur le porche, les deux hommes partageant le silence confortable de soldats qui avaient combattu ensemble et sont sortis victorieux. L'amitié s'est imposée au combat, s'est étendue à la vie civile, Danny servant en tant qu'oncle honoraire de Sophie et partenaire commercial de Cole dans une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la protection des familles des militaires. Tout regret, a demandé Danny, faisant référence à la violence qui avait été nécessaire pour protéger Sophie et éliminer le réseau de Troy. Cole a examiné la question sérieusement avant de répondre. Je regrette qu'il ait fallu si longtemps pour reconnaître la menace. Je regrette que Sophie ait dû souffrir à cause de mon absence et des choix d'amis, mais je ne regrette rien que j'ai fait pour protéger ma famille. Une fois que j'ai compris ce qui était en jeu, la conversation a été interrompue par Sophie qui courait vers le porche, son bras complètement guéri et son esprit largement restauré par des mois de sécurité et d'amour inconditionnel. Elle est montée sur les genoux de Cole avec l'affection facile d'un enfant qui n'avait jamais douté de l'engagement de son père envers son bien-être. « Papa, grand-mère dit que vous êtes un héros qui m'a sauvé des mauvais hommes, » a déclaré Sophie, le regardant avec des yeux qui avaient retrouvé leur innocence. « Est-ce vrai ?» Cole a étreint sa fille à proximité, ressentant le poids de chaque décision qui les avait amenés à ce moment de paix et de sécurité. Papa a fait ce que n'importe quel père ferait. Chérie, j'ai protégé la chose la plus importante de ma vie. Sophie sourit et s'installa contre la poitrine de Cole, sécurisée en sachant que son père serait toujours là pour la protéger du mal. Le traumatisme infligé par les abus de Troy a été la guérison, remplacée par la confiance inébranlable qui venait de savoir qu'elle était aimée et protégée par quelqu'un qui ne trahirait jamais cette confiance. Alors que le soleil se couchait sur Fort Campbell, Cole a réfléchi aux leçons apprises au cours de la campagne la plus difficile de sa carrière militaire. Il avait découvert que les batailles les plus importantes n'étaient pas menées dans des pays étrangers, contre des ennemis éloignés, mais à la maison, contre des menaces qui ciblaient les innocents et sans défense. Troy Matthews avait fait l'erreur de croire que la distance et la tromperie ont rendu les familles des militaires vulnérables à l'exploitation. Il avait sous-estimé les durées auxquelles un père irait pour protéger son enfant et les compétences qu'un soldat des forces spéciales apporterait à cette protection. La guerre pour la sécurité de Sophie avait été remportée de manière décisive, avec les ennemis de Cole emprisonnés ou éliminés et l'avenir de sa famille obtenu par ses propres actions. Certaines batailles ne pouvaient être gagnées que par une violence écrasante appliquée sans hésitation ni miséricorde, et Cole avait démontré sa volonté de franchir toute ligne nécessaire pour protéger des vies innocentes. Le réseau criminel de Troy avait été détruit, la trahison d'amis avait été punie et la sécurité de Sophie avait été assurée par la victoire complète de Cole sur ceux qui avaient menacé sa famille. La résolution avait coûté un coup, mais c'était un prix que Cole paierait sans hésitation, si les circonstances nécessitaient une telle action. Cole Brennan avait servi son pays en honneur dans les guerres étrangères, mais sa plus grande victoire était venue en défense de sa propre famille contre les ennemis qui avaient infiltré sa maison. Les compétences acquises dans le service militaire avaient trouvé leur plus haut but dans la protection de la vie innocente qui comptait plus pour lui que sa propre survie. Dans l'obscurité de la réunion du soir, Cole a tenu sa fille proche et savait que le prix de sa sécurité valait chaque sacrifice nécessaire pour l'assurer. Certaines batailles étaient trop importantes pour perdre et certains ennemis trop dangereux pour permettre la survie.
Cole avait combattu une telle bataille et est sorti victorieux, avec l'avenir de sa famille et sa conscience claire. Le calcul était complet et la justice avait été rendue, avec la finalité écrasante que seul l'amour d'un père pouvait livrer. C'est là que notre histoire touche à sa fin.